Lumumba est mort à l'âge de 35 ans. Il a sacrifié sa jeunesse pour que l'homme blanc n'ait pas la même mise sur le Congo, aussi l'Afrique tout entière, sur le Congo et l'Afrique bien sûr. Aujourd'hui, nous commémorons 60 ans après. Alors, ça ne sera pas comme tout le monde, parce que nous voulons réfléchir Lumumba. Nous voulons que Lumumba soit nôtre, c'est-à-dire à chaque pas de notre vie, que ce soit Lumumba. Que Lumumba soit notre guide de la jeunesse. La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous sommes peut-être plus âgés que Lumumba. Et voilà, Lumumba méconnu à l'école. L'enfant aujourd'hui, je lui pose la question sur Lumumba. C'est que Lumumba est mort à cause d'une femme, c'est que Lumumba a été pressé de dire, surtout son discours du 30 juin, qui était un discours déterminant, le discours qui montrait à ce que le Congolais est capable de se prendre en charge. C'est de Lumumba que nous parlons aujourd'hui, 17 janvier. Et je sais que chaque personne qui est en ce lieu est bien préparée pour témoigner Lumumba juste après. Toutes vos questions seront les bienvenues car nous avons des intervenants qui vont parler de Lumumba. Sans plus tarder, nous passons la parole à le professeur Norbert Nyambayanga. Il est de la vision panafricaine. Il va nous parler sur les perspectives pour l'Afrique de demain. Quelle Afrique voulons-nous pour demain? Vous avez la parole, camarade. Merci, Madame la modératrice, pour la parole. Je voudrais profiter de cette opportunité pour dire merci à notre Dieu créateur, tous nos ancêtres qui ont participé à la réalisation physique de cette activité. Une journée très surchargée où chacun devrait faire ce qu'il veut, mais vous êtes mobilisés pour que nous soyons ici échangés. Échangés simplement parce que nous sommes en difficulté et que si on n'a pas la connaissance de la chose, si on n'a pas l'information nécessaire, écoutez, on ne fera rien. Ça va faire 60 ans, et voilà, 60 ans pour rien. Lorsqu'on veut monter un escalier, si ça ne marche pas, il faut chercher un autre escalier. Le grand malheur, c'est qu'au lieu de chercher un autre escalier, on a tendance à utiliser le même escalier et ça pose toujours des problèmes. Et on va rester pendant 1000 ans si on ne se pose pas de questions pertinentes, que d'aucuns appellent questions questionnantes, on n'ira nulle part. Avec le camarade hier, voilà, nous avons estimé qu'il était quand même nécessaire, sur base d'un listing que nous avons élaboré, de tous ces panafricanistes qui se sont investis, parfois qui ont donné leur vie pour l'avenir de l'Afrique, que nous puissions de temps en temps célébrer leur date de décès ou leur date d'assassinat. Ça va rafraîchir la mémoire. Mais écoutez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de célébrer, de s'en aller. Ici, cette fois-ci, nous avons choisi Patrice Emery Lumumba, qui est un leader panafricaniste par excellence. Nous avons voulu que nous débattions de ça. Lumumba s'est battu. Lumumba a donné un certain nombre de choses. Par exemple, la lutte contre la corruption. Il a refusé la corruption. Les Belges avaient disponibilisé 7 millions pour corrompre les Congolais. Mais il a refusé, lui. Il a été assassiné. Alors je voudrais savoir, Lumumba qui avait refusé la corruption, Lumumba qui avait un savoir, il dévorait les livres chaque jour. Quelqu'un qui a des postes primaires, mais qui visiblement est devenu une icône, une figure emblématique à travers le monde, respectée par son savoir et son savoir immense. Mais qu'avons-nous fait de tous ces efforts, déjà des assassinats qui ont permis à notre pays d'accéder à l'indépendance? Qu'avons-nous fait si on compare la situation des 60 et la situation d'aujourd'hui?
60 ans après. Qu'avons-nous fait? C'est pitoyable. À 60, nous étions parmi les pays à revenu intermédiaire, au même titre que la Corée du Sud, que le Canada, l'Afrique du Sud. La Corée du Sud aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de dollars de produits intérieurs bruts, 41 000 dollars par habitant par an. Et le Congo-Kinshasa, qui en 1960 dépassait la Corée du Sud avec 368 dollars par habitant par an, et que la Corée du Sud à l'époque c'était 257 dollars par habitant, et voilà, le Congo a 50 milliards seulement. C'est une moyenne statistique, ça ne veut pas dire que cet argent est disponible. Et quelque part, on est en difficulté. On n'a pas Lumumba, bien qu'il est décédé, il a été assassiné, ça ne nous a pas servi de leçon. La même correction qu'on a reprochée à l'élite politique en 1960, c'est celle qui continue. Vous assistez à des migrations, des gens qui n'ont aucune conviction, des gens qui n'ont pas d'idéologie, des gens qui visiblement sont en train de faire ce qu'ils veulent justement pour avoir de l'argent, s'enrichir, et c'est terminé. Moi je pense que ceux qui ont accepté que nous on se retrouve ici, que ce ne soit pas une formalité d'usage, que ce soit l'occasion, la détermination, que nous puissions nous mobiliser autour d'un idéal. Je pense que si on ne le fait pas, ça sera trop tard. Les générations futures seront bousillées. Cette précision est à donner. Je voudrais quand même revenir sur la thématique qui m'a été donnée. Il s'agissait, je pense, de parler des perspectives pour l'Afrique de demain. Aujourd'hui, on voit ce que cela représente. C'est catastrophique. Mais quelles sont les perspectives positives pour l'Afrique de demain? Ça, on en a besoin. Autrement dit, quelle est l'Afrique que nous voulons demain? Nous voulons quelle Afrique? Et là, je vous dis sincèrement, mes frères et mes sœurs, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas l'Afrique. Et j'ai voulu faire un petit exercice. À 4 temps. Le premier compartiment, j'allais dire, la première partie que je vais devoir vous présenter, c'est essentiellement une simple présentation d'1 minute de l'Afrique. Et la deuxième partie va porter sur une brève présentation également de l'Afrique d'hier. Et puis, troisièmement, l'Afrique d'aujourd'hui. Et quatrièmement, ça sera l'Afrique de demain. En ce qui concerne la présentation de l'Afrique, vous êtes censés le connaître, c'est un continent qui date du 19e siècle. Parce qu'au départ, l'Afrique n'a pas été reconnue comme un continent. C'était un pays, non? C'est avec la colonisation que l'Afrique est devenue un continent. Un espace saucissonné sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et pourtant, l'Afrique n'a vécu que des royaumes et des empires. C'était une confédération des royautés. Et cette Afrique a une superficie, a une taille. Elle dispose de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est suivie par la Russie. Ici, je vous cite essentiellement les pays continents. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. L'Europe occidentale, c'est 10 millions 42 000 kilomètres carrés. 10 millions. Les États-Unis, environ 10 millions, parce que c'est 9,8 millions de kilomètres carrés. La Chine, 10 millions, donc c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Et l'Inde, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés. Ce sont des pays continents. Et l'Afrique a vécu autant de temps comme étant un pays.
au même titre que les États-Unis, au même titre que la Chine, etc. Mais voilà, les agresseurs nous ont saucissonnés. Au-delà de ça, l'Afrique a 5 régions. Il y a le nord. Vous avez les Maghrébins, dont on a une locomotive, c'est l'Égypte, suivi de l'Algérie, du Maroc, la Tunisie, vous connaissez l'histoire, la Mauritanie et la Libye. Le nord est piloté aujourd'hui par l'Égypte, qui visiblement dispose de 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts par an. Des pays comme le Maroc, lorsque vous y voyez, sont des pays qui sont en train véritablement d'avancer. Et ils n'ont de séparation avec l'Europe que la Méditerranée. C'est que très clairement, ils ont la même origine, etc. Mais écoutez, c'est l'Afrique. Et vous avez l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, aujourd'hui. Le pays comme Botswana. L'Afrique du Sud est la locomotive en Afrique australe. Et donc, avec 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et suivi de pays comme Botswana, qui est un miracle africain. Parce que là, le Botswana, c'est un grand pays avec autant de potentialités, mais 3 millions seulement d'habitants, dans un espace de 600 000 km², seulement 30% qui sont utilisés. Vous avez des pays comme la Zambie, le Zimbabwe, Namibie, tous ces pays-là. Mais il y a une locomotive qui tire tous ces pays pour avancer. Et vous avez à l'est, la locomotive, c'est l'Éthiopie. C'est la puissance régionale, avec 287 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et c'est l'Éthiopie à côté du Kenya, à côté de la Tanzanie, à côté de l'Ouganda, tous ces pays-là, il y a une locomotive qui tire les autres pour avancer. Sincèrement, lorsque vous avez appris l'histoire, l'Éthiopie, c'est un grand pays, mais qui est en difficulté. Il fallait une volonté très volontariste des autorités pour qu'aujourd'hui, elle devienne une puissance régionale. À l'ouest, vous avez n'est-ce pas, le Nigeria qui est la locomotive avec 581 milliards de dollars. Et vous avez la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal, etc. Et donc, quand vous revenez au centre, vous avez la locomotive, c'est le Congo-Kinshasa, notre pays. Il est entouré de pays satellitaires comme le Gabon, le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, etc. Mais le Congo-Kinshasa n'a que 50 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est-à-dire que lorsque vous quittez le nord, vous allez vers le sud, vous passez par le centre, le Congo-Kinshasa, qui est la locomotive qui aurait pu tirer véritablement d'autres pays satellitaires, etc. Mais le Congo lui-même à genoux. Les Gabon, c'est moins que la commune de Kimbazégué, parce que le Gabon a 1,5 million de habitants. À peine, il est en train de s'approcher des millions. Mais Kimbazégué a 2,5 millions d'habitants. Et donc, le Congo est à genoux. On ne peut pas aller du nord vers le sud. On ne peut pas aller de l'ouest vers l'est. Et donc, on est bloqué. Et le développement de l'Afrique est bloqué. Parce qu'il y a les centres. Et vous le savez, c'est la gâchette du revolver, comme disait Franck Fanon. Et alors maintenant, on ne peut pas tirer le revolver si la gâchette n'est pas opérationnelle. Et voilà la responsabilité que nous avons. Parce que nous sommes en train de retarder le développement de l'Afrique. Lumumba s'est battu, il a été assassiné, il a dit un certain nombre de choses. Mais lorsque vous posez à un jeune Congolais, vous entendez quoi? Qu'est-ce qui vous inspire Lumumba? Quelles sont les valeurs, etc. Il va vous dire le patriotisme. Et le patriotisme, ça signifie quoi? Ça signifie quoi en termes concrets? C'est ça le grand problème.
J'ai beaucoup aimé quand mon camarade JR a cité tous les panafricanistes, etc. Et là, on nous reproche beaucoup, nous les Africains. On a des hommes qui ont voyagé dans les temps, 100 ans, 200 ans, mais qui ne nous ont pas laissé un déroulement opérationnel de la chose. Il n'y a pas un schéma. On peut embrasser les idées de Laurent Kabila, on peut embrasser les idées de Lumumba, mais on ne sait pas en faire parce qu'on ne sait pas les retracer de manière opérationnelle. C'est un vrac. Non, non. Il faut un canevas, il faut un déroulement opérationnel. Et ça reste véritablement un défi. Donc, l'Afrique a des richesses. Un tiers des richesses en termes de ressources naturelles se trouve en Afrique. Un tiers. Un Camerounais, François Ndengue, avait fait une étude sur un échantillon de 14 minéraux du monde. Et sur les 14 minéraux, l'Afrique prend le dessus. Vous avez le coltan, 80% des réserves en Afrique. Aujourd'hui, les alliages électroniques ne peuvent pas se faire si on n'a pas le coltan. Le téléphone, l'informatique, toute l'intelligence est digitalisée. L'intelligence artificielle. Eh bien, il faut du coltan. Nous, on en a, mais à 80%. Mais lorsque vous regardez le budget, vous ne trouvez rien. Ce sont les étrangers qui en profitent, naturellement, pour puiser, s'en aller. Vous comprenez là que Lumumba est mort pour que nous ayons une indépendance économique. Mais il y a tellement de gens qui n'ont même pas en tête ça et qui se déclarent politiques, qui se déclarent intellectuels. Tout le monde est comme dans un ghetto. On ne comprend plus rien, on ne sait pas d'où nous venons, on ne sait pas où on allait, où on y va. Donc, en termes de ressources, l'Afrique, c'est un pays majeur. Le cobalt, c'est 60%. Vous savez que toutes les batteries électriques, c'est le cobalt. Demain, il y aura des voitures électriques. Avec la lutte contre les changements climatiques, toute l'intelligence artificielle va porter essentiellement sur le cobalt. L'Afrique dispose de 60%, vous vous imaginez? Les Congos aussi, 60%. Parce que nous obtenons la quantité la plus élevée de l'Afrique. Mais écoutez, dernièrement je suis allé à Kolwezi, j'ai pris le véhicule de Lumbashi pour aller à Kolwezi. Je suis passé par là où on exploite le cobalt. Expressement, je voulais quand même visiter. Et j'ai vu des Chinois en train de transporter des tonnes et des tonnes. Mais aux côtés de cette exploitation chinoise, j'ai vu des cases. Je n'ai pas vu une belle maison. Et des cases occupées par des Congolais. Dieu nous a tout donné. Mais bon, les cases à côté, personne ne se pose la question. Personne ne se pose la question. Mais nous avons le platine en proportion de 90%. Le taux mondial. Nous avons les diamants, 50%, y compris les diamants des joailleries, pas seulement industriels. Donc nous sommes premiers. Aujourd'hui, bon, on a décliné, ça c'est évident. Nous avons l'uranium, 33%, vous vous imaginez? 33%, l'uranium du monde. Aujourd'hui, la puissance nucléaire n'est pas simplement en termes d'armes de destruction massive, mais on peut utiliser ça pour utiliser l'électricité. Nous avons plus de 33%, l'Afrique, dans son ensemble. Je ne vais pas parler du Congo-Kinshasa, à Chekolobwe, on en trouve. Il suffit simplement de prendre les sables, vous êtes irradié immédiatement. Et pourtant, lorsque vous êtes en France, l'électricité qui est utilisée, c'est essentiellement l'électricité issue du nucléaire civil. Et nous avons l'uranium, et nous n'avons pas l'électricité. Parce que la tendance générale, c'est que bon, c'est Inga, mais il y en a ça aussi. Donc, nous avons des potentialités terribles.
même sur le plan hydrologique, hydroélectrique. Le tiers-monde dans son ensemble, c'est 50% des potentialités existantes dans le monde. Mais l'Afrique a 25%. 25%. Je ne vais pas parler du Congo qui a 5000 MW, donc le seul pays qui est au-dessus, au top, mais qui n'a que 1000 kW essentiellement pour desservir l'ensemble du territoire national. Et la potentialité de l'autre de 100 000 MW. Vous imaginez 99%, 99 000 MW de différence, où on aurait pu potentialiser, etc. Malheureusement. Donc, en termes de richesse, nous pouvons croire que l'Afrique peut prétendre demain à quelque chose. L'Afrique n'a pas seulement les richesses, je vous ai parlé de la superficie, l'Afrique aussi a la population. Au moment où nous parlons, il y a 20 ans, on était à 800 millions d'habitants. Aujourd'hui, non, on était à 500 millions. Aujourd'hui, on est à 1 milliard 300 millions d'habitants. Hier, c'était la Chine, 1 milliard 400 millions. Aujourd'hui, la Chine est dans la proportion de 1 milliard 500, 1 milliard 600 millions à cause de la politique de 2 enfants par famille, parce que c'était un enfant. Ils ont compris qu'ils sont en train de vieillir, il faut avoir des enfants, ça c'est évident. Mais l'Afrique a pris une ascension exponentielle de 500 millions à moins d'un demi-siècle. Il a pris le double, 1 milliard 300 millions. Donc, en 2050, l'Afrique aura 2 milliards 400 millions d'habitants. En 2100, l'Afrique aura 4 milliards et demi. 2 personnes sur 4 seront africaines noires. 1 personne sur 3 sera africaine. En 2100, où sont les élites qui font des projections, qui voyagent dans le temps, qui photographient et qui prennent des stratégies innovantes aujourd'hui pour donner l'éclairage avec une torche qui permette de connaître où est-ce qu'on va. Voilà les question marks. Voilà, il ne s'agit pas d'une question de faire déclaration. Il s'agit d'une question d'avoir une intelligence intelligible qui permette véritablement de fournir le boussole pour la République. Et donc, en 2050, vous savez, l'agenda 2068 démontre très clairement que la perspective, comme l'a dit le camarade Nguala, c'est d'avoir les États-Unis d'Afrique. Mais croyez-moi, nous aurons une population la plus élevée, mais notre population sera la population la plus jeune. Au moment où je vous parle, la moyenne d'âge de la population mondiale est de 30 ans. Et l'Afrique a une moyenne dans la jeunesse de 19 ans. 19 ans. Et les Européens aujourd'hui, ils ont 60 ans de vieux. Les Américains, 60% de vieux. Les Américains, la même chose. Les Asiatiques, la même chose. Il n'y a que l'Afrique, 60% des jeunes et 40% des vieux. Avec un taux de natalité de 3,6%. C'est qu'on a toujours la possibilité d'avoir des hommes, des femmes, etc., qui peuvent avoir la force pour changer les choses. Donc, vous avez vu que la situation de l'Afrique, c'est une situation assez complexe, beaucoup de richesses, beaucoup de population, grande superficie, non encore exploitée. Et donc, l'Afrique ne trouve pas son compte. Et je voulais vous dire, il faut avoir à l'esprit que l'Afrique dont on parle aujourd'hui, et l'histoire que nous avons apprise à l'école, c'est une histoire essentiellement rédigée par les envahisseurs, les agresseurs. Lumumba dit, le moment viendra où vous écrivrez votre histoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réécrire notre histoire. Ils nous ont parlé de la traite négrière. La vie des Africains n'a pas commencé avec la traite négrière.
L'histoire date il y a 100 000 ans, avec la création d'Homo sapiens. 100 000 ans, il n'y avait pas d'autres terres au monde. Il n'y avait pas d'autres nations. Il n'y avait pas d'autres peuples. Il n'y avait que des Africains noirs de charbon. Et nous avons vécu 100 000 ans. L'Occident, comme l'on voit aujourd'hui, même Yves Coppens confirme, ça fait 28 000 ans qu'ils sont là. Et beaucoup de littérature montre qu'effectivement, il y a eu des mutations. C'est discutable. Je n'entrerai pas sur ce schéma-là. Mais au moins, nous avons vécu pendant plus longtemps. C'est que nous, on a fait beaucoup de choses, on a survécu. Nous étions en contact avec la puissance et l'énergie qui a créé le monde. Dieu créateur. Nous sommes les dépositaires de l'Esprit de Dieu. Nous sommes l'Esprit de Dieu incarné dans le corps physique que nous représentons. C'est nous qui connaissons les secrets de l'humanité. Ce sont nos ancêtres qui ont donné la voie de conduite, qui ont mis en place des lois, qui ont mis en place des principes. Et donc nous avons vécu des moments de scientificité. Nous avons été des scientifiques parce que nous n'avons pas connu la religion. Nous avons connu la spiritualité, l'esprit de Dieu dans l'homme. Cet esprit qui lui permet de savoir que ce qui n'a l'eau ni anana n'a pas anana. Mais qui a donné cet esprit? Parce qu'il n'était pas dans les facultés d'agronomie. Qui a donné cet esprit pour que toi, nous étions à l'imila, mbila na kati mbila na ikopesa biso mafuta na tokola mbila nango mbila na ikopesa biso bandika na tokosalela ngo savon tokosalela ngo carreau. Il n'y avait pas de blanc à l'époque. Comment on l'a su? Et chaque fois qu'on était malade, comment on se soignait? Qui a donné cet esprit-là? C'est Dieu, dans la connexion entre la métaphysique et la physique. Et donc, cette communication a permis que nous soyons des grands scientifiques. Mais où est-ce qu'on en est? Et nous avons vécu, et pour terminer par cette partie, 35 siècles de puissance scientifique, de puissance économique, de puissance politique, de puissance intellectuelle. On a créé la médecine, on a créé l'astrophysique, on a créé l'astronomie, on a créé la philosophie, on a créé l'écriture, on a créé les mathématiques. Mais ce sont des Africains de charbon, des Noirs de charbon. Les Grecs, les Occidentaux venaient apprendre chez nous. Vous connaissez l'histoire de Thalès, vous connaissez l'histoire de Pythagore, d'Hérodote, d'Aristote, de Platon. Platon, 30 ans. Tous les théorèmes qui ont été piqués sont des théorèmes de Yameso, qui a été prêtre dans la cour de Pharaon. C'est lui qui était le grand enseignant qu'ils ont transformé. Je ne reviens pas. Et donc aujourd'hui, la situation s'est aggravée à cause de la traite négrière, à cause de la colonisation. Et la colonisation, et vous savez, ça date du 19e siècle. C'est en février 1885 qu'il y a eu des conclusions. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a des siècles, aujourd'hui, la situation est grave. On a arrêté la traite négrière simplement parce qu'effectivement, ils ont découvert l'industrie et ils avaient besoin de matières premières. C'est comme ça qu'ils ont mis en place la colonisation. Et quand ils ont mis la colonisation en place pour qu'ils se répartissent les espaces géographiques africains et les ressources minières, et quand ils ont fini, il y a une autre vague. La vague qui permettait naturellement de libérer, parce que les Américains voulaient être au devant de la scène, y compris les Soviétiques. C'est comme ça qu'ils ont convoqué la conférence de Bandung. Et justement pour qu'on mette en place une nouvelle forme de colonisation. Et ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, la guerre froide, qui se trouvait entre les modérés et les progressistes. Les progressistes derrière les soviétiques, les modérés derrière les Américains. Et donc, on a divisé encore l'Afrique après la décolonisation dans une guerre froide où il y a des pays qui sont derrière les Américains. Et donc, les Américains mettent au pouvoir des intendants, des courtiers, des commissionnaires qui leur servent des blocs de pétrole, des blocs de cobalt, blocs des uranium. Les autres servent véritablement
les soviétiques. Voilà comment on a fonctionné. Alors maintenant, toujours, vous savez, nous sommes dans un processus anthropique. Avec cette situation, comme les gens commençaient à comprendre, les Américains ont travaillé après à travers la CIA pour qu'on puisse démanteler, déconstruire l'Union soviétique pour qu'il reste une seule puissance mondiale. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une nouvelle révolution qu'on a appelée la mondialisation et la globalisation, où les Américains sont les seuls pilotes, ils décident sur tout à travers le monde. Aujourd'hui, il se crée une autre révolution qui fait renaître la guerre froide, la révolution digitalisée, la révolution numérique, où il y a renaissance de cette fameuse guerre froide entre les Américains et les Chinois, à cause du numérique. Et à cause du numérique, on a besoin des endroits où il faut alimenter les alliages électroniques. Et le pays de prédilection où on peut retrouver véritablement ces ressources, c'est l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a besoin de lithium, on a besoin de coltan, on a besoin de cobalt, etc. Et il y a une guerre entre les Américains et les Chinois aujourd'hui. Entre-temps, chaque groupe achète l'élite politique qui fait partie du groupe des Chinois, groupe des Américains et les Congolais. Vous voyez ces richesses emportées. Et sans résultat. Mais on ne peut pas être aussi pessimiste. Parce que aujourd'hui, il y a multipolarité. C'est-à-dire plusieurs pôles de puissance. Vous avez les Américains qui sont encore puissants, ça c'est évident, même si il y a déclinaison de leur puissance. Vous avez les Chinois qui sont en train de prendre le défi sur le plan de la puissance économique. Aujourd'hui, c'est la première puissance, hyperpuissance commerciale. Vous avez la Russie, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, même certains pays arabes aujourd'hui. Donc, le terrain de prédilection, ça devient l'Afrique. C'est comme ça que vous voyez le Japon. Il dit, je crée une organisation Japon-Afrique. France-Afrique. États-Unis, Afrique. Allemagne, Afrique. Inde, Afrique. Chine, Afrique. Toutes ces puissances. Et pourtant, l'Afrique a 54 États. Et il construit une passerelle avec un seul pays. Et on est auréolé d'un prestige. Mais quand les Africains disent, soyons ensemble, créons les États-Unis d'Afrique, aucun pays, aucune de ces puissances accepte naturellement qu'on soit ressoudé. Ça devient un défi, mes frères. Ça devient un défi. Ça devient une préoccupation. Ils veulent travailler individuellement avec l'Afrique, mais ils ne veulent pas que les Africains soient ensemble. Parce que vous savez, l'union est la force des faibles. Si les Africains se mettaient ensemble, et donc ça sera catastrophique. Voilà les éléments qui ont été mis en place pour maintenir la domination des envahisseurs occidentaux et orientaux. Mais croyez-moi, si à un moment donné nos ancêtres ont été brimés, dominés, parce qu'il y a eu la religion, qu'on appelle généralement les religions importées, et la filière abrahamique, les enfants d'Abraham nous ont envahis et se sont amusés avec nous. Au point, jusqu'à preuve du contraire, nous avons perdu notre spiritualité qui a été finalement considérée comme la sorcellerie. Or, les Occidentaux fabriquent leurs avions à cause de leur sorcellerie. Et nous, parce qu'ils savaient que cette sorcellerie est une puissance que Dieu a donnée à chaque peuple pour dominer son environnement, on nous dit, votre sorcellerie, c'est diabolique, vous serez, n'est-ce pas, à l'enfer. Ce n'est pas le débat. Et deuxième élément, c'est l'éducation. Regardez le nombre d'universités que nous avons. Une éducation d'aboutissement, des diplômes d'aliénation, sans plus-value, sans valeur ajoutée. Tout le monde se réclame licencié, docteur, etc. Où se trouve la valeur ajoutée
de toutes ces études que nous avons faites. On responsabilise quelqu'un, il n'y a pas de résultat. Une éducation qui est en inadéquation avec nos besoins. Je vous parlais de la Corée du Sud. Lorsque, il n'y a pas longtemps, la Corée du Sud, indépendante dans les années 60. Mais devenir indépendante, mais les gens se sont réunis pour dire, laissons cet enseignement colonial en bâtardisé. Un enseignement qui ne produit que des chômeurs de luxe. Un enseignement qui est en divorce avec nos réalités. Quelqu'un qui dort sur le lit d'autrui dort par terre. On ne rase pas la tête d'autrui à son absence. Et donc, on nous a amené un enseignement qui ne correspond pas. Et les Asiatiques se sont posé des questions. Nous avons besoin de quoi? Maçons, quel des contenus? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Comment nous pouvons capitaliser ce que les ancêtres ont fait pour que nous puissions avoir des maisons? Nous ne sommes pas obligés de construire des maisons comme les Occidentaux. Allons de ce que nos ancêtres faisaient, mais nous pouvons avoir la base solide de pouvoir monter le modèle de maisons que nous avons. Raison pour laquelle vous voyez les Asiatiques, la Chine, l'Inde, etc. Il faut y aller. Voilà. Non, le modèle occidental n'est pas un modèle unique, universel. Non. Il existe ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Cette théorie montre qu'il y a deux vérités contraires. Votre vérité sur une situation n'est pas ma vérité, mais moi aussi j'ai ma vérité. Et les deux vérités doivent cohabiter. La théorie de la relativité, la vérité en dessous des Pyrénées et l'erreur au-delà. C'est cela. Mais nous avons pensé que seule la vérité de l'Occident constitue la seule vérité unique. Ce n'est pas vrai. Et donc, notre religion a été chamboulée. Nous appelons la spiritualité. L'éducation a été chamboulée. Et notre système politique. Combien on nous a dit que nous créer des partis politiques, faites, etc. On a créé des partis politiques. Où est le résultat? Créer des mouvements citoyens. Ouais, on a créé des mouvements citoyens. Où est le résultat? Prenez la démocratie occidentale. Mais la démocratie occidentale, où est le résultat? Ayez des syndicats. Où est le résultat? Entrons dans les alliances internationales. On crée parti écologique. Allez, alliance internationale écologique. Où est le résultat? Alliance libérale. Où est le résultat? Alliance chrétienne. Où est le résultat? Socialiste. Mes frères, tant qu'on n'aura pas inventé nos propres structures, on va attendre longtemps. Et voilà, on a utilisé la règle importée. On nous a dit qu'il faut entendre le ciel pour mieux vivre. On attend qu'on soit au paradis pour mieux vivre. Entre-temps, ils vivent comme au paradis. Quand on te frappe, il faut pardonner 77 fois. Entre-temps, ils sont venus, ils prennent nos caoutchoucs, ils prennent tout, etc. Ils nous coupent les mains, ils nous tuent. On a déporté 200 à 500 millions de personnes. Beaucoup sont morts dans des caves. Les Arabes l'ont fait aussi. Même des castrations. 80% des enfants castrés sont morts. C'est ça l'Afrique. Et nous continuons à aller dans les mêmes églises. Nous continuons à recevoir le même système d'éducation. Aucun programme n'est revisité. Pour qu'on dise que le tel ministre est performant, c'est le temps de la proclamation des résultats. Waouh! S'il a bien proclamé les résultats en juillet, voilà, c'est un bon ministre. Et le contenu. Et le contenu. Et le contenu. Mais entre-temps, nous avons des syndicats des enseignants. Hein. Que ce soit à l'université, que ce soit au secondaire. On ne pose même pas des questions questionnantes. Des questions pertinentes. Vous voyez comment nous sommes? On est pratiquement bloqué dans un ghetto. Et donc, je voudrais terminer en disant que, au-delà de ces trois compartiments, il y a des instruments de pénétration. Les premiers instruments de pénétration sont des médias. Ils ont créé des médias. Et à travers les médias, ils nous montrent que leur civilisation est la plus civilisationnelle. C'est comme ça que lorsqu'une âme est nue, nous sommes contents. Et la tendance générale d'une fille, c'est de porter de linge devant son père. Il dit non, non, mais tu ne vois pas les blancs là. Parce que non, leur civilisation est référentielle.
Et on a oublié comment nous on se comportait avec nos ancêtres. Les médias. Et ce sont les médias qui préparent les terrains pour les multinationales. En dehors des médias, les ONG. Les ONG. Moi, j'ai été représentant des ONG belges pendant longtemps dans mon pays. Mais quand vous faites un projet, votre premier titre, c'est contexte. Si vous êtes, je ne sais pas, Bikoro, vous dites ce que c'est pas ça, Bikoro. Combien de tribus, combien... C'est avec ça qu'ils vont chercher comment vous robotiser pour vous opposer, etc. C'est eux qui préparent les terrains pour les multinationales. Les ONG. Aujourd'hui, il y a les écoles ésotériques, mystiques ou philosophiques. Les maçons, les Rose-Croix, la Rose-Croix, les Maïkari, les Lions Club, où on nous recrute. Ils nous donnent, parce qu'il y a la face A et la face B. On nous donne, nous, la face B, mais ils prennent la face A pour développer leur pays. Et nous, on nous prend, vous êtes content que vous êtes devenu franc-maçon, mais on vous a donné la face B. Parce que c'est la puissance de leur ancêtre. Et vous utilisez la face B, c'est pour tuer les gens, pour faire jaillir le sang. Et vous êtes en train de détruire votre pays. Et pourtant, nos ancêtres avaient des écoles ésotériques. J'ai été à Chabunda au Kivu. J'ai vu le Krimbiri Kiti. J'ai été très heureux. J'ai dit, waouh, nous aussi on a des écoles philosophiques. Et bien dans tous nos villages, il y en a. Mais on nous a dit, c'est la sorcellerie. Si vous faites ça, vous allez à l'enfer. Vous ne verrez pas le paradis. Quand vous voyez le nombre des hommes, des femmes qui sont tués chaque jour, mais ces gens-là n'ont pas peur d'enfer. Non, ils ont monté une histoire. Je m'excuse beaucoup, mais c'est vraiment regrettable. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas dire, mais il faut qu'on vous les dise. En dehors de ça, ils ont mis en place des fondations. Vous allez voir, la fondation Bill Clinton, la fondation Jacques Chirac, la fondation Kofi Annan, la fondation Frédéric Ebert. J'ai travaillé avec Frédéric Ebert. 120 millions de dollars par an pour travailler avec les Africains. Vous savez, la fondation de Georges Soros. Vous êtes un mouvement citoyen, on vous donne l'argent pour vous déstabiliser. Vos institutions seront fragiles, vulnérables. Parce que vous prendrez position, certainement. Mais vous croyez qu'on est en train de vous rendre... Non, parce qu'ils veulent que la situation ne change pas, que nous puissions nous entretuer. C'est l'occasion. J'ai été à Walikale. J'ai vu comment les avions atterrissent sur la route. Et qui ont construit cette route? Ce sont les Chinois. Il y a une partie construite par les Allemands, les Occidentaux atterrissent. Il y a une partie construite par les Chinois atterrissent. Chaque jour, pour prendre notre coltan. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, mes frères. C'est pourquoi on a des petits budgets de 4 milliards, 5 milliards. Et vous croyez vraiment, à 2100, le Congo aura 200, à 2050, aura 220 millions de personnes. Avec un budget de 5 milliards, même 10 milliards, même 50 milliards. Vous irez où avec ça? Vous allez construire des routes? Nous avons un potentiel de 152 000 km de routes. Nous avons 88 000 km de routes et de sites agricoles. Nous avons 3 500 ponts. Nous avons 1 500 bacs. Nous avons 14 000 de voies fluviales. Nous avons 7 000 de voies ferrées. Il faut chercher des rails. Il faut chercher des locomotives. Et vous croyez avec 10 milliards, vous faites quoi là? Dans une société où les institutions sont poreuses, où le système de surveillance mutuelle n'est pas opérationnel, où personne ne contrôle personne. Je travaille plusieurs années avec la Banque mondiale. J'arrive en province, les inspecteurs qui sont envoyés pour faire le contrôle, c'est eux les premiers à proposer aux gens qui sont contrôlés, donnez-nous la situation, nous allons vous aider et la situation ne sera pas connue. Voilà comment on fonctionne. Dans tous nos ministères, merci maman, dans tous nos ministères, vous allez voir des projets, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques régionales. Moi-même d'ailleurs, je leur rends service dans ce sens-là. On met en place ministère de fonction publique, projet administration publique, ministère de décentralisation, projet appui de décentralisation,
Ministère de la police, projet, appui, police, appui, environnement, appui. Il n'y a même pas de secret, mes chers amis. C'est eux qui viennent avec leur politique publique. Nous, on n'invente rien. On est opérationnel. Ça s'appelle l'agencification. On est malheureux. L'ONU, c'est un instrument de pénétration et de domination. Les différents films qu'on fait passer pour Lumumba, vous connaissez quel est le rôle de l'ONU. La CPI, quand vous voulez tenir tête, allez, on vous amène là-bas. Les bases militaires, lorsqu'on ne veut plus d'un gouvernement congolais, les bases militaires au Gabon, bases militaires en Côte d'Ivoire, Centrafrique, vous connaissez comment Patassé a été vaincu. Vous connaissez comment Bokassa, etc. Vous connaissez comment on a fait fuir Compaoré. Et donc, si on ne veut plus de vous, il ne faut pas blaguer, on vous envoie à la base militaire. Aujourd'hui, la Chine entre dans la danse. Quand vous allez à Djibouti, vous allez trouver la base militaire chinoise, vous trouvez la base militaire américaine, la base militaire américaine, la base française, turquoise, etc. Il n'y a que l'Afrique, le seul continent où on trouve des bases militaires des étrangers. Et nous croyons que nous sommes intellectuels et des pénalistes dans une situation où vous avez un droit, un spécialiste de droit constitutionnel. Je me rappelle, je peux citer Gilbert, mon ami Gilbert, qui a produit un ouvrage assez intéressant. Vous avez deux constitutionnalistes, l'un est constitutionnaliste de l'opposition, l'autre est constitutionnaliste de la majorité. Sur le même article, ils ont des explications différentes. Et vous voyez que ces gens-là vont développer le pays. Vous croyez vraiment? Vous croyez? Donc, je voulais simplement dire, et je vais terminer, madame, pour dire qu'on est bloqué. On est bloqué. Le monde est mort aujourd'hui. Vérifie les différentes rencontres. Pas de réflexion profonde pour faire l'évaluation de la situation. On est habitué à déposer les bouquets de fleurs, on est content comme tout et ça passe à la télé. Et alors, quand est-ce qu'on va se poser la question sur les 60 ans? Quand? Parce que personne d'entre nous ne peut pas faire un effort. Il faut que chacun fasse quelque chose pour qu'il soit positionné, qu'on lui donne un poste, etc. Et ça s'arrête là. Alors quand les constitutionnalistes, qui relèvent d'un droit gréco-romain, vous avez suivi la constitution congolaise, c'est pensé, c'est le gouvernement belge qui a fait une lettre pour désigner la coordination des gens qui devraient s'occuper de la rédaction de la constitution congolaise. C'est grave, c'est gravissime. Ils ont leur culture, nous avons notre culture. Comment la succession se fait chez nous? Ce n'est pas la même manière que ça se fait. Et même chez eux, la succession à Grande-Bretagne, ce n'est pas la succession en Suisse, ou en Belgique, ou en France. Pourquoi nous ne pouvons pas apporter des nuances? Pourquoi nos constitutionnalistes, les fameux, que je considère comme des pseudo-chercheurs politisés, des abrutis fondationnels, les jours où vous comprendrez qu'il n'y a pas d'intellectuel dans ce pays, ça sera un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, parce que madame me donne juste 3 minutes, il y a un défi politique. Abandonnons la démocratie occidentale. C'est une démocratie qui nous fait traîner inutilement. Et c'est un piège. Et ils le savent. Ils le savent, c'est un piège. On va s'entretuer toujours. Vous allez faire des élections avec 100% de la population, certes, mais il n'y a que 1% qui comprend le processus et les autres rien. Et même parmi les partis politiques, ils n'ont même pas la maîtrise de la loi. Alors on fait comment? Abandonnons ça. Avant le XVIIIe siècle, avant qu'il n'arrive, comment nous avons vécu? Nous avions des empires, nous avions des royaumes. L'empire aussi, il y avait même des constitutions à l'époque. Vous connaissez Samora Touré? Vous connaissez la charte des Mandingues? Les Kurunkumfuga? Mais ce sont des constitutions de chez nous. Avant que les Blancs n'arrivent, nous avons visité l'Amérique. Les Amérindiens qui ont été tués, décimés par la filière abrahamique. Au XIIe siècle, à l'époque de Soudiata Keïta, par des expéditions.
Et nous avions quel bateau? Nous avons quelle science? Pourquoi nous ne pouvons pas restaurer de ça? Pourquoi il faut abandonner cette démocratie? Les fameux constitutionnalistes, aidez-nous, les anthropologues, les sociologues, les historiens. Nous avons ce grand environnement. Nos ancêtres ont vécu des millénaires. Mais publiez des choses. Aidez-nous à prendre et à moderniser et à théoriser ce que nos ancêtres ont fait. Et nous allons constitutionnaliser ça. Nous allons théoriser ça. On va enseigner à l'école. On enseigne que des Charles de Gaulle, Charlemagne, Bismarck, etc. J'ai beaucoup aimé, mon ami. Nous allons demander parmi les panafricanistes, et c'est ce que nous allons demander au chef de l'État, les différents sites soient confiés par ceux qui ont fait la valeur intrinsèque de notre continent. Les Lumumba, les Nyerere, les Modibo Keïta, les Nkwame Nkrumah, les Sékou Touré, chez nous, Kimpa Mvita, Fumu Kimba, tous ceux qui se sont battus corps et âme. On doit les reconnaître ça dans les livres d'histoire. Pourquoi il ne peut pas y avoir des états généraux qui déterminent et qui mettent en place des commissions pour qu'on change même les systèmes d'enseignement, qu'on essaie de théoriser? Nous avons au Cameroun un ami qui s'occupe de cette question. Il a écrit les droits. Il est géologue, mais il a écrit les droits africains. Il a écrit l'économie africaine. Il reste que nos historiens, nos chercheurs, etc., fassent un travail. Et ça, c'est un défi. Abandonnons la démocratie occidentale. Théorisons notre propre démocratie. Elle a été juxtaposée. Elle a été consensuelle. L'arbre en palabre. C'est question seulement de théoriser et d'articuler ça dans nos lois, dans notre constitution. On doit poser un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Deuxième défi, c'est le défi économique. Lumumba a dit, nous avons obtenu l'indépendance politique. Il nous reste l'indépendance économique. On en est où là? Toutes les entreprises sont entre les mains des étrangers. Oh, Lumumba parlait de l'indépendance économique. Mais non, quand est-ce que les entreprises... Vous allez sur l'avenue du commerce aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais. Ce sont des Libanais, des Indiens, des Chinois, etc. Leur argent, ils font quoi? Ils amènent. Ils nous traitent comme des nègres et des chiens. C'est cela ce que ça veut dire. J'étais en Belgique avec certains Chinois. Et un ami me dit, mais c'est Mbamba, tu sais, on nous a dit que nous devons apprendre. Nous sommes venus ici pas pour étudier dans le sens d'étudier. Il faut savoir comment... Et ils ont fait pour vous dominer. Nous aussi, je vous dis la vérité, mon ami, on vient ici, on apprend et on va commencer à aller chez vous pour vous dominer. Le secret qu'on nous donne, c'est qu'il faut créer des bourses d'études. Quand vous avez des bourses d'études, ils vont venir en masse et ils seront formés, vous leur donnez votre culture et ce sont eux qui deviendront vos ambassadeurs. Et vous aurez des blocs de pétrole, etc., etc. Donc, ne croyez pas que les Chinois aussi sont des affaires de cœur. Donc, le défi économique, c'est l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est la création de chaînes de valeur ajoutée. L'industrialisation. Jamais, mes frères, jamais Moutako Sabinoté. Tant qu'il n'y a pas des industries. Jamais. L'économie a toujours été l'ouvrière de l'homme. Une économie où on ne produit pas. Ce n'est pas une économie qui va changer la pauvreté. Et donc, pour que l'économie change la pauvreté, il faut revisiter le système d'enseignement. Que nos universités servent de production de technologies. Vous savez, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé? Ils ont fait ce qu'on a appelé la méthode de la machine inversée. Les Américains fabriquaient des machines et ils prenaient ça et ils démontaient toutes les pièces et ils faisaient l'inverse. Aujourd'hui, les Chinois ont dépassé les Américains. En termes de brevets de découvertes, ils ont 650 technologies contre 450 pour les Américains. Et donc, nous avons intérêt, nous, Africains. Mais dès qu'on aura 4 milliards de ans, en 2100, que nous puissions renaître notre spiritualité. Et puis, il y a un grand défi, c'est le défi spirituel. Travaillons pour la connexion
dans toute société, s'il n'y a pas la métaphysique, c'est comme ça que vous voyez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les mentalistes. Les mentalistes sont des rangers américains qui sont spécialisés essentiellement pour voir loin. Quand ils se concentrent, ils disent, les Yamba sont dans une salle, et comme ils sont dans une salle, il est dans tel endroit. Même si on dirige des missiles, ça tombe chez la Yamba. Mais vous allez me dire que ça c'est la science? Oui, c'est la science, mais spirituelle. J'ai été avec une maman de la province orientale, de la Chopo. Il me dit, chez nous les Topoké, nous avons un produit, si on applique sur les yeux, vous commencez à voir même 1000 km. Imaginez-vous avec une telle technologie, nous pouvons fabriquer des caméras, et des caméras qui peuvent voir à 1000 km. Mais ça coûterait combien? On va faire nos usines, on va fabriquer, on va vendre à l'extérieur, on aura de l'argent, on va créer de l'emploi, on va construire des routes, on va. Mais tout ça, ça a été perçu comme la sorcellerie. Ça a été perçu comme la sorcellerie. Toujours les Topoké me disent, et je termine par là, madame, qu'il y a un produit, une statuette. Pendant la guerre, la statuette, quand les ennemis arrivent, la statuette commence à crier. Botelema, Yango Moko. Et tout le monde est debout. Regardez cette phonie-là. Regardez cette communication-là. Si on capitalisait, si on théorisait, si on modernisait, ça coûterait de l'or. Aujourd'hui, les Américains ont fabriqué des puces qui sont introduits, des micro-puces, pour contrôler chacun de nous à travers le monde avec leur système de vaccins. La construction de la transhumance. Mais c'est de la science spirituelle. Alors maintenant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui permettent à ce que cela soit réalisé. Donc, je suis pourchassé par le temps. Ce que nous voulons, c'est que demain, nous ayons des panafricanistes qui prennent la responsabilité, qui vont aimer l'Afrique, et que demain, s'il y aura un vrai panafricaniste, à ce moment-là, on commence par des parlements panafricains. Si on a des gens dans les parlements, si on a des ministres, si on a des députés, etc., on va commencer à mettre ces choses-là dans les lois, et ça va remonter jusqu'au niveau de l'Afrique, et on va créer les États-Unis d'Afrique, et ces États-Unis vont mettre en place ce que nous appelons, n'est-ce pas, la monnaie commune, l'armée commune, les passeports communs, la banque douanière commune, la banque monétaire commune, et tout ce qui nous concernerait, la diplomatie commune, et de cette manière-là que les autres États qui deviendront véritablement des États fédérés, parce que respecter les compétences qui sont dévolues à l'échelle confédérale, et c'est comme ça que nous allons véritablement lutter, parce qu'on va réglementer la religion, on va réglementer l'éducation, on va réglementer la politique, on va réglementer les interventions de tous ces étrangers, et c'est de cette manière-là qu'on va relever le défi, et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci. Et amateur du panafricanisme. Alors, je suis très content de la conférence. J'ai souvent participé à plusieurs séances avec le professeur Norbert. Je lui disais un jour que ce qui nous manque, au-delà de tout ce qu'il a dit, c'est aussi les débats d'idées. C'est-à-dire, il n'y en a pas. On est intellectuel parce qu'on est allé à l'école, mais après l'école, on ne sait pas faire de recherche. Moi, je vais vous tendre à vous, les intervenants, une perche. Je vais dire qu'il faut continuer, élargir ce genre d'idées, surtout dans les médias, parce qu'aujourd'hui, les médias, c'est une très grande puissance. Réunir les gens comme ça, c'est souvent pas facile. Il y a des contraintes de transport, il y a aujourd'hui la Covid et tout ça. Si on pourrait, peut-être d'ici l'année 2021, avoir vraiment une très grande émission télé qui promouvoit les débats d'idées, où il y aura confrontation d'idées, parce que, comme on dit, de confrontation d'idées jaillit la lumière. Je suis Emmanuel Osemba, je suis de la 3e voie. Je partage beaucoup d'aspects avec le professeur Yamba, beaucoup de points de pensée, et je crois que même ce que Maître a dit,
revient souvent dans nos interventions. Je voudrais partir de la construction, mais il y a un problème méthodologique là. Je voudrais savoir, est-ce que la conférence est du type question-réponse où on peut argumenter? Professeur, vous rêvez aussi d'une Afrique où peut-être vos projections de la population de l'Afrique de 2000 ou de 2100, mais est-ce que vous avez fait attention à toutes les pratiques antinatalistes qui ont infecté et infiltré les politiques publiques africaines? Je suis, comme vous, dans le monde des ONGD et je prends part à plusieurs ateliers où des canaux, comme vous avez dit, des ONGD sont entrés, surtout ici à Kinshasa, avec des résultats on ne peut plus palpables, de passer dans les zones de santé sous le bénéfice de la planification familiale, mais entrer effectivement de décourager le taux de natalité. Et les tendances sont comme ça. Vous prenez l'ONGD comme, j'espère qu'on est dans une conférence scientifique, vous permettrez. Mary Stop siège à Londres, mais branche ici en RDC. On publie chaque fois, en 2 ans de travail, depuis 2018 jusqu'ici, plus de 500 000 femmes congolaises ont déjà eu à prendre des comment on appelle ça, conceptionnistes. Si vous prenez, et qu'il y en a qui prennent pour 10 ans, c'est-à-dire vous prenez une pilule ou un vaccin et ça stoppe votre fécondité et votre capacité fécondante pendant 10 ans. Mais si vous les prenez, ils sont à 500, c'est combien nous pourrons avoir cette Afrique-là qui est déjà combattue dans sa capacité de féconder. Patrice Emery Lumumba, lors de son discours de l'indépendance, il avait dit ceci. Voici donc le fameux discours de Lumumba. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Lumumba dit ceci. À vous tous, mes amis, qui avaient lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement dans vos cœurs et que vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Pourquoi Lumumba avait martelé sur le 30 juin 1960? Pourquoi la date du 30 juin? Pourquoi on a eu l'indépendance le 30 juin? C'est ça ma contribution, ma petite contribution. Le roi belge avait proposé à Lumumba, à Kamitatou, à Bolikango, après le 4 janvier, de prendre une date et, selon lui, le roi belge, il va nous donner l'indépendance. Alors, en 1959, si je ne me trompe pas, il y avait une conférence organisée à Bruxelles. Franck Commer, le président était Bolikango. Alors, quand on cherchait la date, c'est Kamitatou qui proposa la date du 30 juin 1960. Selon Kamitatou,
La date du 30 juin explique quoi? Chacun de nous a un morceau de quelque chose à apporter. Et si on organise ce genre de rencontres, c'est parce qu'on a besoin effectivement que chacun apporte du sien. Parce que le chantier est encore à l'état d'animalité zéro. Et on a besoin que les uns et les autres interviennent pour que nous puissions construire. Il écrit un livre, moi j'écris un livre. La puissance de l'impuissance est restaurée, l'Afrique en marche. Dans cette approche, dans cette démarche, on essaie de donner ce qu'on pense. Ce qui ne raconterait pas le sentiment des autres, ça c'est évident. Et c'est comme ça, cette gestion de contradiction va nous permettre de faire avancer les choses. Je salue la proposition d'Élie qui souhaitait effectivement qu'on organise des débats, même télévisés. Ce que nous faisons, sincèrement, mon ami, c'est de la bonne volonté. De la bonne volonté. Quand on se met ici, c'est pas facile. C'est pas parce que la salle a été libérée gratis, non. C'est parce qu'il y a des gens, sans intérêt quelconque, ont trouvé nécessaire de faire des sacrifices. Parce que quand on croise les bras à différents niveaux d'atterrissage et on laisse faire le pays vivre en vrac, nous disons non, non, élevons la voix et faisons quelque chose. Et même s'il n'y a pas de retombées aujourd'hui, même les enfants des générations futures peuvent encore ramasser les morceaux et continuer le combat. Donc, merci pour l'intérêt, merci pour la proposition. À la question de la loi de la jungle, sincèrement, tu as raison, parce que comme nous sommes des humains, pour vivre, nous avons besoin d'avoir des gibiers. Les gibiers aussi ont besoin de vivre, mais nous allons abattre les gibiers. Et les gibiers aussi ont besoin de vivre avec d'autres nourritures qu'ils se procurent. Donc, à chaque espèce, il y a une neutralisation mutuelle. Et c'est comme ça qu'il est nécessaire de comprendre les règles du jeu pour jouer le jeu de manière à gagner le jeu. Et les efforts que nous faisons, c'est quelles sont les règles du jeu? Est-ce que ces règles de jeu sont popularisées? Comment nous faisons pour que nous puissions aussi jouer le jeu et gagner le jeu? Et donc, on est conscient véritablement de la jungle, mais nous sommes en train de populariser les règles de jeu. Vous avez insisté sur le fait que, et là, j'ai trouvé ça une question très pertinente, le Congo lui-même, c'est des centaines de tribus, des centaines, n'est-ce pas, d'approches culturelles. Alors, si au Congo, il y a cette diversité, est-ce qu'on peut arriver au niveau africain où il y a pratiquement 54 États? Vous avez raison, mais vous n'avez pas posé la question pour savoir, avant que les Blancs ne nous colonisent, comment on a vécu? Mais il y a eu ces empires-là, il y a eu ces royaumes, et nous avons vécu, il y a eu des échanges entre nous. Vous quittez le Congo, vous allez au Ghana, lui il était à Accra, il l'a vu. En dehors de l'anglais, il n'y a pas de différence. Même dans la manière de danser. Au Cameroun, la même chose. Au Sénégal, dans tous ces pays africains. Une étude qui a été faite a démontré qu'il y a plus de constances que de dissemblances. Et nous pouvons partir de ces constances pour construire une nouvelle dynamique. Et c'est possible. Deuxième chose, nous devons photographier les traces manchémologiques de l'existant d'aujourd'hui. Nous ne disons pas que nous prenons ça à l'état brut. Nous avons des chercheurs. C'est un travail de longue haleine, mon ami. Il faut poser le premier pas. Je crois que le premier pas a toujours été le plus long. Et donc, on aura fait un travail. Un travail dont chacun devra jouer sa partition. Et nous ne pouvons pas donner l'impression que nous sommes là pour vous donner un schéma opératoire. Ah non, ça serait trop prétentieux. Nous lançons l'idée, nous croyons que l'idée est pertinente, mais à tout un chacun de prendre le morceau et de l'analyser, de l'examiner et de nous proposer quelque chose. S'il y a internalisation dans la compréhension de ce que nous disons,
Je pense qu'on n'aura pas à prendre beaucoup de temps avant d'arriver à couronner, n'est-ce pas, notre démarche. Donc, nous disons que, juste à preuve du contraire, quand vous arrivez dans nos villages, il y a des groupements, il y a des villages qui ont encore certaines spécificités, c'est vrai. Même dans notre constitution, dans les lois spécifiques de la décentralisation, il y a ce qu'on appelle des chefferies. Elie m'écoute. Et donc, des chefferies. Et la cession au pouvoir, c'est par l'affiliation. C'est tous ces éléments-là qu'il faut photographier et capitaliser, théoriser et moderniser. Déclaration. Déclaration des panafricanistes de la RDC au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'aube de son mandat comme président de l'Union africaine. Nous, membres de la nouvelle vision des panafricanistes en RDC, réunis à ce jour commémoratif de la mort, du 60e anniversaire de notre héros national Patrice Emery Lumumba, avons décidé ce qui suit. 1. Nous demandons au président de la République de faire attention et de savoir qu'il existe des hommes et des femmes dans notre pays qui sont engagés pour l'avenir de l'Afrique et disposent des inputs pour lui permettre de mener à bon port son mandat. Deuxième chose, étant donné que l'Afrique a vécu autant de temps dans la pauvreté la plus abjecte, nous, les panafricanistes, avons retenu 5 défis pour lui. Le premier défi porte sur la révisitation de notre système politique. Nous aurions souhaité que le président de la République, dans sa marche vers la session comme président de l'Union africaine, de travailler fort pour la révision du système politique en Afrique. L'Afrique a vécu des siècles avec des royaumes, des empires. Il existe une certaine intelligence dans ces regroupements. Il faut donc travailler pour que demain, nous ayons les États-Unis d'Afrique. Un État fédéral qui aura pour mission, d'abord, de travailler pour l'acquisition d'une monnaie commune, l'acquisition d'une banque commune, l'acquisition d'une diplomatie commune, l'acquisition d'une douane commune, et qui donnerait même aux afro-descendants le passeport, ils peuvent véritablement obtenir la nationalité africaine. Nous demandons également que le lobbying soit fait pour les afro-descendants, pour les Africains de la diaspora, de se battre en vue de s'insérer dans les différentes institutions, de là où ils se trouvent, de manière à participer à la prise de décision qui ne nuirait pas à l'Afrique. Nous voulons donc demander au président de la République de retravailler le système économique en Afrique. Dans ce système, que soit généralisée une politique qui permette d'avoir des industries, d'industrialiser nos pays et permettre à ce que nos ressources naturelles soient transformées.
c'est de cette transformation qu'on va produire les richesses. Et ces richesses, on va distribuer équitablement à la population. Nous avons besoin que le président de la République puisse renforcer les projets intégrateurs entre les régions et à l'intérieur des régions. Si nous avons des projets intégrateurs, l'Afrique sera davantage cimentée, les relations seront orthodoxes. Nous voulons demander au président de la République de travailler dans le sens qu'une décision générale soit prise à l'Union africaine de revisiter les différents programmes scolaires, académiques. En 1961, l'UNESCO, réunie à Addis Abeba, avait demandé la gratuité de l'enseignement. L'article 43 de notre pays exige la gratuité, ce qu'il est en train déjà de faire. Oui, la gratuité. Et quel devra être le contenu de l'enseignement? Nous souhaiterions qu'au même moment que l'on avance vers la gratuité, que tous les pays africains en profitent pour sortir de l'état d'analphabétisme de la population, de manière aussi à revisiter les contenus des enseignements pour que cela soit en concordance mathématique avec les besoins qui sont les nôtres. Nous voulons également demander au chef de l'État de travailler dans le sens de la restauration de notre identité culturelle, l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance de soi dans le respect de notre spiritualité authentique. Nous avons besoin de cette spiritualité pour produire notre génie propre. Et ce génie propre devra nous aider à pouvoir faire avancer l'Afrique. Et donc, au regard de tout ce qui précède, nous croyons qu'en prenant ces engagements qui sont détaillés dans un texte que nous allons remettre en bonne et due forme à la présidente de la République, nous pensons que vous aurez posé un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Je vous remercie. Voilà, c'était là la déclaration des panafricanistes congolais au président en exercice de l'Union africaine. Alors, après rafraîchissement, merci déjà à vous tous d'être passés pour réfléchir en ce 17 janvier 2021, une journée dédiée à Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Merci de votre attention, merci de vos questions.